Bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que je suis ravie d'être ici. Ici à Abidjan, au cœur de cette Afrique qui bouge, qui agit, qui brille et qui nous rend fiers. Je suis ravie d'être ici, d'avoir assisté à ces débats riches et surtout cruciaux pour l'avenir du continent. Ils ont été à la hauteur, vous avez été à la hauteur. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis journaliste, aux manettes du Journal de l'Afrique sur France 24. Je prépare tous les jours un journal sur l'actualité africaine. Je suis en quelque sorte une observatrice privilégiée de ce qui va bien et de ce qui ne va pas bien. Si nous avons célébré hier et aujourd'hui nos forces avec enthousiasme, il ne faut pas pour autant négliger et perdre de vue les menaces. Ces menaces ne se profilent pas, elles sont déjà là. Réchauffement climatique, sécheresse, famine, insécurité. Elles ont d'ailleurs été rappelées dès l'ouverture de ce forum par son Excellence le Président Alassane Ouattara ou encore par le président et CEO de Boua Group, Abdul Samad Rabiou. C'est de ces différentes crises en cours et à venir que nous allons discuter aujourd'hui. Avec un panel de très haute volée, nous allons parler de la crise climatique, de la crise alimentaire et de la crise sécuritaire. Nous allons en parler parce que, comme l'a si bien dit hier le directeur général de la SFI, Mactar Diop, dès l'ouverture de ce forum, le temps presse. Une phrase que j'ai entendue il y a à peine quelques semaines, alors que je participais à Accra, au Ghana, aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Son président, Akinwumi Adesina, qui a prononcé un discours où il dressait un bilan sombre de la situation actuelle, a pourtant retenu mon attention par une petite phrase simple mais efficace. Il a dit « Il ne faut pas avoir peur ». Il a dit « Il ne faut pas avoir peur, il faut avoir un plan ». Eh bien, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est en substance la question que je vais poser aux décideurs politiques qui nous ont fait l'honneur d'accepter cet échange et qui vont nous rejoindre dans quelques instants. Je vais leur demander quel est leur plan. Je vais demander donc au président Macky Sall, le président du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine. Je vais poser cette question également au président du Niger, M. Mohamed Bazoum, et je vais poser également cette question au vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Melier-Kone. Mais avant de les appeler et de les accueillir ici, je vous invite à accueillir chaleureusement Mactar Diop. Merci beaucoup, Mariam, pour ces mots d'introduction. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, Excellence, Messieurs les Présidents des Républiques sœurs du Ghana, de la Mauritanie et du Niger. Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, Président en exercice de l'Union africaine. Excellence, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir pour moi d'être présent parmi vous à un moment décisif pour l'Afrique. Décisif car l'Afrique doit réimaginer son avenir et son rôle dans un monde chamboulé par une pandémie historique et persistante et une convergence de crises aux conséquences ravageuses. Une crise sanitaire avec seulement 17% de la population africaine vaccinée contre le Covid. Une crise alimentaire, une crise sécuritaire, comme l'illustre tragiquement l'attaque récente à Saint-Tega au Burkina Faso. Une crise inflationniste mondiale, l'inflation la plus élevée jamais enregistrée aux États-Unis depuis 40 ans.
une crise climatique, un facteur constant de fragilité, comme cela a été illustré lors de la COP15 brillamment organisée par la Côte d'Ivoire. On connaît le lien entre conflit et climat. Cela a été évoqué par les chefs d'État, par les sociétés civiles, par le secteur privé, mais aussi par le monde académique. Le professeur Ted Miguel de Berkeley a écrit un papier qui illustre le lien très fort qui existe entre les chocs climatiques et les conflits. En matière de changement climatique, le soutien de la communauté internationale est fondamental, surtout en matière d'investissement dans l'adaptation, pour la création de sources d'emplois, mais aussi de créer les conditions pour une résilience accrue des économies africaines. Dans le contexte africain, résister face aux crises exige une approche continentale. Les efforts au plan sécuritaire réalisés par les États devraient être complétés par des approches régionales au niveau du secteur productif, notamment l'intégration plus soutenue et plus forte des secteurs privés et notamment la création de chaînes de valeur résilientes. Le risque associé à des investissements dans les zones sujettes à des conflits exige de dérisquer à travers des instruments comme le financement mixte et le PSW, comme on le dit en anglais, le financement du secteur privé dans les zones à risque. En matière de changement climatique, il est extrêmement important que les ressources mobilisées par la communauté internationale soient dirigées vers l'adaptation, qui permettrait notamment, en combinaison avec les efforts renouvelés sur la maîtrise de l'eau, de développer des activités agro. N'oublions pas que le risque et la fragilité ne sont pas limités aux zones rurales. Le milieu urbain connaît également ces défis. L'explosion démographique requiert une participation active du secteur privé dans la provision de des services publics tels que la santé, l'éducation. Ces secteurs étaient souvent vus comme l'apanage du secteur public. Mais cette croissance démographique impose une inclusion beaucoup plus forte. La provision de ces services, aussi bien au niveau urbain que rural, constitue et constituera un élément de stabilité. Laissez-moi terminer par un sujet qui n'était plus à la mode, qui avait été abandonné. Je parle de la planification urbaine et l'aménagement territorial. Il est clair que sans une vision claire de la planification urbaine, de l'aménagement du territoire, il sera très difficile de créer des zones de croissance équilibrées dans les grands pays de notre continent. Il est clair que les disparités régionales ont été une grosse source de déséquilibre et de fragilité. Remettre à l'ordre du jour la planification urbaine face aux défis du croît démographique et l'aménagement territorial face à la disparité entre les revenus urbains et ruraux constitueront certainement des pistes à envisager en matière pour réduire les fragilités auxquelles font face nos pays. Le secteur privé joue et jouera un rôle important. Il est essentiel ici et maintenant d'avoir un engagement du secteur privé à soutenir les efforts des pouvoirs publics, à créer les conditions de développement dans nos pays afin que les parties fragiles, les populations fragiles puissent bénéficier de la croissance. C'est tout l'enjeu de la discussion que nous avons eue hier et aujourd'hui pour la création d'emplois, l'intégration régionale, la création de chaînes de valeur résilientes. Et je voudrais vous assurer que la SFI est à vos côtés pour le développement des PME qui seront le pilier et constituent le fondement de ce développement. Et ceci a été illustré lors de l'Alliance pour l'entrepreneuriat que les présidents Macky Sall, les présidents Bazoum et les présidents Ouattara ont adopté lors de la rencontre de Paris. Nous sommes ici, au niveau de la SFI, vos agents d'exécution de cette initiative et nous en sommes fiers. Je voudrais, pour terminer, remercier le groupe d'Action Jeune Afrique pour l'organisation de ce sommet, de ce forum que nous avons tous attendu avec impatience et qui nous a permis de nous retrouver. Je crois que les questions qui ont été discutées sont des questions qui sont à l'ordre du jour et nous permettront de nous préparer à faire face aux chocs auxquels nos pays font face. Je vous remercie de votre attention et vous invite
tous à écouter nos leaders. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir pour ce dernier panel le président du Sénégal, président en exercice de l'Union africaine, M. Macky Sall. Le président du Niger, M. Mohamed Bazoum. Et le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Tiemoko Milié-Koné. Merci, merci beaucoup. Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier une nouvelle fois d'avoir accepté cet échange, nous avons fait l'honneur d'accepter cet échange. J'aimerais commencer par la crise alimentaire. Il y a une phrase qui revient souvent dans l'actualité et dans nos journaux. C'est celle de la menace d'une crise alimentaire grave sur le continent, liée directement à la guerre en Ukraine, non seulement parce que le continent est dépendant des importations en provenance de Russie et d'Ukraine, mais aussi en raison de l'augmentation des prix du carburant, de la pénurie des engrais. Ma première question s'adresse à vous, Monsieur le Président du Sénégal. Nous avons tenté durant ce forum de trouver des réponses à la façon dont les pays africains pouvaient réduire leur niveau de dépenses à l'égard du reste du monde. C'est particulièrement vrai dans le domaine alimentaire où 85% des produits consommés sont importés. Quelle est la stratégie de long terme au Sénégal, Monsieur le Président, en la matière, et quel rôle peut jouer le secteur privé sénégalais dans cette ambition? Je vous remercie. Permettez d'abord que je remercie le président Alassane Ouattara pour nous avoir accueillis, comme d'habitude, à Abidjan, et surtout pour l'hospitalité généreuse et fraternelle. Nous nous sentons toujours très bien chez nous, ici à Abidjan. Merci, président Ouattara. La crise alimentaire en Afrique a été présente avant la guerre en Ukraine. En réalité, nous avons une agriculture déficitaire et les raisons peuvent être expliquées, ça pourrait nous prendre beaucoup de temps. Mais vous savez, la première difficulté de l'agriculture africaine, c'est la monoculture. Et cette monoculture date de la période coloniale, où la puissance coloniale, les puissances coloniales avaient spécialisé les territoires africains dans des cultures de rente selon les besoins de la métropole. Ainsi, en fonction des conditions agroécologiques, les pays étaient spécialisés dans la production de l'arachide pour le Sénégal, par exemple. C'était ça la spécialité, le coton au Mali, la Côte d'Ivoire, le cacao, le café, comme le Ghana, etc., le Burkina, le coton. Donc, nos terres sont fatiguées de devoir produire les mêmes cultures. Et comme partout ailleurs dans le monde, une terre, lorsqu'elle est fatiguée, on doit l'enrichir. C'est le rôle des engrais. Mais là où le bas blesse, c'est que si en Europe, par exemple, on a en moyenne 100 kg d'engrais à l'hectare, en Afrique, la moyenne ne dépasse guère 17 kg. Ce qui explique un peu la sous-productivité de notre agriculture. Ensuite, il y a d'autres facteurs importants. L'eau, la maîtrise de l'eau. Puisque nous avons pour l'essentiel une agriculture pluviale, avec tous les aléas de la pluviométrie, tous les aléas liés au changement climatique, la non-prédictibilité des saisons, puisque d'une année à l'autre, on passe
d'inondations à des sécheresses. Et donc, le facteur irrigation qui devrait réguler, parce que l'eau, c'est un des intrants premiers de l'agriculture. Donc, il y a déjà un problème de maîtrise de l'eau sur le continent, malgré les fleuves, mais tout ça demande des investissements énormes. Et pour avoir des investissements importants, surtout pour un secteur comme l'agriculture, il faut pouvoir avoir accès à des financements moins chers, des financements long terme, ce qui n'est pas le cas pour le continent africain. Les seuls financements long terme qu'on a, c'est ce qu'on appelle souvent les crédits concessionnels, mais nous savons que c'est tellement insignifiant par rapport aux besoins de nos économies que finalement ce n'est pas la solution. Donc l'agriculture en elle-même, elle est sous-financée. Et maintenant, la guerre est venue, bien entendu, perturber les chaînes de valeur et les chaînes d'approvisionnement. Puisqu'il y a eu un pays important, la Russie, un deuxième pays important, l'Ukraine, qui à eux deux font plus de la moitié des exportations en blé. L'un ne peut pas exporter parce qu'il est donc occupé en ce moment et il fait la guerre, c'est l'Ukraine. Son port d'exportation n'est pas disponible. Et donc, nous sommes privés de cette source. Le second qui aurait pu exporter, compte tenu de certaines sanctions, pas sur les produits alimentaires, pas sur le blé ou sur les engrais, mais du fait que les systèmes de financement, de paiement ont été aussi, à cause du shift, perturbés, des pays comme les nôtres ont du mal à avoir accès également aux engrais à partir de la Russie. Et c'est pourquoi j'ai dit que l'Afrique doit pouvoir obtenir de tous ses partenaires, en particulier des partenaires de l'Ouest, qu'on trouve un schéma, une solution, comme du reste l'Europe l'a fait pour le gaz. L'Europe continue à acheter le gaz avec un mécanisme, qu'on ait ce mécanisme qui nous permet, lorsque nous continuons à importer des engrais ou du blé de Russie, qu'on puisse faire les paiements sans difficulté. Puisque les difficultés vont créer des interfaces, des intermédiaires, donc un renchérissement et une rareté du produit, des risques de crise majeure sur le continent. Et si nous n'avons pas les engrais, c'est déjà la saison des pluies pour la plupart des pays africains. Ça veut dire que nos céréales locales, qui sont quand même importants dans notre régime alimentaire, même si, il est vrai, nous importons du blé, nous importons du riz, mais nous produisons en Afrique du mil, du maïs, du sorgho et d'autres céréales. On n'en parle pas assez. Mais s'il n'y a pas d'engrais, ça veut dire que nous serons exposés à un risque de famine réelle. Donc l'Afrique, comme vous le voyez, est naturellement une victime collatérale, très éloignée du théâtre des opérations, mais du fait de la faiblesse de son économie. Pour moult raisons, elle est aujourd'hui au bord, en tout cas, d'un risque majeur si nous ne trouvons pas ensemble les solidarités nécessaires tout en continuant à faire cesser cette guerre qui déjà a fait trop de dégâts. Merci. Monsieur le Président du Niger, Monsieur Mohamed Bazoum, les conséquences de cette crise tiennent dans quelques chiffres pour le Niger. Selon le PAM, le Programme alimentaire mondial, plus de 4 millions de Nigériens sont en insécurité alimentaire. Quelle réponse le Niger tente-t-il d'apporter pour éviter une crise encore plus grave dans les mois à venir? Merci, Madame. Je voudrais à mon tour remercier le président Alassane Ouattara, le gouvernement et le peuple de Côte d'Ivoire pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé depuis que nous sommes ici à Abidjan depuis hier. Je suis heureux de participer pour la première fois à ce forum qui est une initiative pour laquelle j'aimerais féliciter le groupe Jeune Afrique et tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation de cet événement qui donne aux hommes d'affaires privés africains une occasion de rencontre tout à fait rare. Et pour avoir été ici ce matin, j'ai pu en mesurer l'utilité, même pour nous, acteurs politiques du niveau des présidents de la République. Oui, le Niger
le pays le plus sahélien des pays du Sahel à cause du fait qu'une grande partie de son territoire se situe dans un espace saharien qui n'est pas favorable à toute forme d'agriculture, ni même de l'élevage en vérité. Et c'est sur la bande sud, vraiment, de ce que nous appelons la zone soudanaise que se pratique la culture. Et le phénomène du déficit alimentaire et de la détresse aussi qui peut s'en suivre lorsque il y a un déficit pluviométrique est quelque chose de très courant, est un défi, même en situation normale, auquel nous sommes confrontés et qui constitue notre principal souci. Si de surcroît, comme c'est le cas cette année, il y a une année 2021 déficitaire en pluviométrie qui a eu pour effet une réduction de 37% de la production agricole comparée à la saison 2020 et quelque chose de cet ordre comparé même à la moyenne des 5 saisons antérieures, vous imaginez que ce que ça peut avoir comme effet. En plus, comme vous le savez, le Niger est, à l'instar d'autres pays du voisinage, affecté par le phénomène de l'insécurité sur certaines portions de notre territoire. Dans la zone agricole, il n'a pas été possible que les paysans soient sur leurs champs de façon régulière. Et enfin, vous avez cette crise mondiale qui a vu se renchérir singulièrement les produits alimentaires et les céréales notamment. Et cette crise, elle est consécutive à une autre, qui est celle de la Covid-19, qui avait impacté le fret maritime, sachant que l'Afrique importe une part importante des denrées alimentaires qu'elle consomme. Voilà 4 facteurs. En tout cas, 3 sont exceptionnels, un est relativement structurel et même structurel, qui se sont conjugués pour nous mettre au devant de défis tout à fait inédits. Nous avons en effet, vous avez raison, 4,5 millions de personnes qui sont dans une situation de détresse alimentaire plus ou moins importante. Dès le départ, nous avons tablé sur une population de 2,5 millions qui va être déficitaire. Et puis, nous avons affiné les chiffres. Aujourd'hui, nous avons à peu près 4,5 millions de personnes qu'il faut prendre en charge. Nous avons mis au point un programme d'urgence, un programme de soutien qui consiste à subventionner les céréales que nous donnons dans le cadre de ce que nous appelons la distribution gratuite des vivres ciblés. Nos services font un travail de ciblage qui consiste à identifier les foyers les plus vulnérables et ce sont des céréales de quantité relativement importante que l'État achète et qu'il distribue gratuitement. Nous avons, dans le cadre de cette opération de soutien, autre chose que nous faisons en achetant le sac de mil ou de sorgho ou de maïs à 32 000 francs CFA, nous le transportons dans les zones où vivent les personnes qui sont nécessiteuses et nous leur vendons à 13 500 francs. Ce sont des ressources importantes que nous mobilisons ainsi chaque année, et cette année de crise plus que les années ordinaires, pour réduire la détresse, pour diminuer le niveau de détresse des populations. Voilà une des formes de réponse que nous apportons de façon ponctuelle à des situations de ce genre. Mais évidemment, dans le cadre de la politique que nous mettons en œuvre, suite à toutes les leçons que nous avons tirées des situations que nous vivons dans un pays du Sahel qui, même si c'est vrai, il est aride, il a un climat aride, même si les pluies sont rares, même si la biodiversité s'est totalement amenuisée, et si même par conséquent tout cela concourt à exposer les populations à des situations de déficit alimentaire, de disette et même de famine, nous n'en disposons pas moins de grandes quantités d'eau de surface relativement importante, mais de grandes quantités d'eau de sous-sol. La difficulté a jusqu'ici été
de pouvoir disposer des ressources financières à investir pour faire en sorte justement que nous puissions produire, parce que le coût de l'énergie dans nos pays à nous, et au Niger en particulier, est très élevé. Et il est totalement, donc, il devient un handicap, il est vraiment rédhibitoire. Avec les nouvelles énergies et la réduction du coût des nouvelles énergies, nous avons désormais de grandes ambitions, mais aussi de réelles capacités. Et nous avons conçu un programme qui consistera à promouvoir l'irrigation, à investir plus de ressources pour disposer d'engrais. Peut-être que nous serons un jour en mesure de produire sur notre propre territoire. Et en combinant ces facteurs-là, nous serons en état de produire de quantités d'aliments pour nous nourrir déjà, nous autosuffire, mais en même temps, à cause de la centralité de la position du Niger, et c'est notre ambition, peut-être même exporter, pourquoi pas, des céréales. Merci beaucoup. Alors, monsieur le vice-président ivoirien Timoko Mélié-Koné, vous avez entendu le président du Niger, Mohamed Bazoum, qui a parlé des mesures d'urgence pour venir en aide aux populations, pour faire face à cette crise. Et c'est justement le cas aussi de la Côte d'Ivoire, qui a lancé des mesures d'urgence pour sécuriser les populations au niveau alimentaire. Le gouvernement a plafonné les prix de 21 produits de base, subventionné aussi les carburants. Des mesures d'urgence qui coûtent très cher au pays. Combien de temps cette situation peut-elle durer et comment anticipez-vous les mois à venir aujourd'hui ? Bien, merci beaucoup, madame. Je voudrais moi aussi remercier le président Ouattara pour m'avoir permis de le représenter ici à ce haut panel. Et pour répondre à votre question, je dirais tout simplement que oui, les facteurs explicatifs qui ont été évoqués tout à l'heure sont les mêmes que nous avons connus en Côte d'Ivoire et qui a amené justement le gouvernement à bloquer un certain nombre de prix et à faire des dépenses budgétaires justement qui étaient indispensables et qui étaient même prioritaires parce qu'il s'agit tout simplement de la vie des populations. Je crois que ça, c'est un impératif qui a été fixé et qui est respecté. Il a été respecté à la fois par ceux qui vendent, mais aussi par ceux qui surveillent et qui contrôlent. Je crois que pour l'instant, ça donne de bons résultats, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est cher et qu'il faut prendre en considération malgré la situation difficile. Vous avez posé une question pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il est évident que pour la Côte d'Ivoire, nous avons vu, et c'est ce que nous avons constaté depuis un certain temps, la production vivrière est quand même importante. Elle est importante même si nous n'avons pas l'autosuffisance alimentaire sur tous les produits. Il y a quand même un bon nombre de produits sur lesquels la production est importante pour l'intérieur, même avec quelquefois une exportation dans les pays voisins. Mais le problème, c'est que ces productions connaissent une saisonnalité qui font que la disponibilité à tout moment n'est pas garantie. Et ça, c'est un problème important sur lequel il faut trouver des solutions. La solution la meilleure est celle qui est actuellement mise en œuvre, envisagée et mise en œuvre par le gouvernement, c'est de faire de telle sorte qu'il y ait une maîtrise plus grande et que cette saisonnalité soit plus ou moins arrêtée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut maîtriser l'eau. Il faut maîtriser un certain nombre de facteurs de production qui permettent que cette production soit beaucoup plus constante, en tout cas dans le temps, et permettre une consommation sur une longue période par les populations. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas demain que ça se fera. Le programme est déjà en cours et on espère avoir des résultats importants. Mais en attendant, il faut compter aussi avec le temps et la pluviométrie. On espère que, comme le disent les prévisionnistes,
que nous allons avoir une pluviométrie plus clémente et peut-être une production beaucoup plus importante pour éviter justement que nous soyons obligés de subventionner certains produits et certains produits pour la consommation des ménages. Mais la solution définitive, c'est vraiment de mener des politiques, et elles vont coûter certainement cher, mais de mener des politiques qui permettent d'avoir une visibilité plus grande sur ces populations dans différentes régions. Je crois que c'est un programme qui est en cours en Côte d'Ivoire et nous espérons que ça va donner des résultats. Alors, vous avez parlé de la production. Que compte faire la Côte d'Ivoire qui produit beaucoup de denrées alimentaires à l'exportation, comme le cacao, pour ne plus justement dépendre des importations de denrées alimentaires? Bien, si j'ai bien compris, c'est la comparaison entre la production de cacao et les productions vivrières. Absolument. Bon, je ne pense pas que ce soit des chantiers qui soient aussi proches l'un de l'autre. La production cacaoyère est une production qui apporte des ressources à la Côte d'Ivoire. C'est important de le souligner. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que ça n'empêche pas les productions vivrières. C'est deux registres qui sont complètement différents et on ne voit pas, en tout cas en Côte d'Ivoire, un délaissement de la production vivrière, en tout cas de tout ce qui peut apporter, contribuer à l'alimentation des populations par rapport à la production de cacao. Comme j'ai dit, c'est deux choses qui ne s'annulent pas et qu'il faut maintenir. Ce qui est important, par contre, c'est de faire de telle sorte que les productions vivrières soient mieux maîtrisées et que nous puissions avoir une visibilité et pas une saisonnalité qui, à un moment, freine la production de ces vivriers et amène justement à les importer ou en tout cas à trouver des voies et moyens de les mettre à la disposition des populations. Quant à la production cacaoyère, c'est une source de revenus et cette source de revenus, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais vous savez bien que c'est ce qui va permettre à l'État de faire des investissements et d'alimenter son budget. Mais il ne faut pas justement que cela empêche que les autres productions puissent être mises en œuvre de la manière la plus efficace possible. Merci beaucoup. On va passer à présent à la crise climatique. Une crise qui est déjà là sur le continent, qu'on vit au quotidien. La Côte d'Ivoire a d'ailleurs accueilli en mai dernier la COP15. La COP15 et la communauté internationale s'y est notamment engagée à accélérer la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Les ONG et les médias ont de même, de leur côté, critiqué la faiblesse de ces engagements dans un contexte où l'Afrique attend que les promesses formulées lors de la COP26 soient encore tenues. Monsieur le vice-président de la Côte d'Ivoire, êtes-vous, de votre côté, satisfait de ces engagements pris lors de la COP15 ? Bien, merci beaucoup. Si je me réfère aux résultats que j'ai vus, en tout cas de la COP15 qui s'est tenue à Abidjan, je peux dire qu'il y a des raisons d'être satisfait de ces résultats. Pourquoi ? Je pense qu'il y a, si mes souvenirs sont exacts, il y a 38 engagements qui ont été pris et qui, à mon avis, s'adressent bien aux questions concernant la désertification et même la reforestation. C'est vrai qu'il est dit que ce n'est pas suffisant parce que tout simplement, certains auraient préféré qu'on aille un peu plus loin dans la recherche de ces solutions. Mais je crois que là aussi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a une commission qui a été mise en place pour approfondir justement
ces questions sur la reforestation et la désertification. Ça permettra peut-être de trouver d'autres voies pour améliorer la faisabilité de toutes les décisions qui ont été prises. Je pense aussi qu'il ne faut pas non plus se baser sur seulement le problème des engagements, parce que la COP 15 d'abord a été précédée par un sommet des chefs d'État et qui a validé et qui a mis en place l'accord d'Abidjan. C'est quand même important. Il s'agit tout simplement d'un modèle qui peut permettre à tous les États de trouver les voies et moyens de mettre en place un système de reforestation et de lutte contre la désertification. C'est quand même important de le souligner. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a eu quand même 196 pays qui ont participé, soit en direct, soit par visioconférence, à cette COP 15. C'est dire que l'intérêt a été pris en considération et que les résultats sont attendus et les résultats seront certainement appliqués par bon nombre de pays qui étaient intéressés à la COP 15. Alors, je voulais dire aussi qu'il y a d'autres points qui sont importants de mon point de vue et qui attestent que les résultats ont été bons. D'abord, il y a eu le problème de l'accès des femmes au patrimoine foncier. Je crois que c'est quelque chose d'important. Après cela, il y a eu aussi le problème de la création des emplois sains pour la jeunesse, toujours dans la même optique. Ce sont des éléments qui, jusque-là, n'avaient pas été pris en considération en tant que tels, mais qui maintenant vont faire l'objet de préoccupations au niveau des pays. Et je suis sûr que ça apportera son lot de gains, éventuellement. Merci. Monsieur le Président du Sénégal, la COP27 se tiendra en fin d'année en Égypte, après une COP26 où on estime que la voix de l'Afrique n'a pas assez été entendue. Quels sont vos espoirs alors que, comme chacun le répète, l'Afrique n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde et en même temps le continent est le plus menacé par les effets du changement climatique? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier également M. Samir Ben Yahmed et tout le groupe Jeune Afrique pour ce formidable forum. Oui, la COP27 à Sharm el-Sheikh, pour nous, est un rendez-vous important. Il est d'autant plus important qu'il se tient en Afrique, et au moment où nous avons eu, depuis Glasgow, un débat sur lequel nous ne nous sommes pas entendus avec un certain nombre de pays partenaires. Pourtant, c'est sur la transition énergétique. Et pour l'Afrique, nous pensons, comme vous l'avez dit, étant le continent qui pollue le moins, moins de 4% d'émissions à la limite, c'est vraiment quelque chose de relativement faible. Et malgré cela, l'Afrique s'est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique. Nous nous battons dans chacun de nos pays pour une adaptation réussie. Nous nous battons pour des énergies renouvelables. Un pays comme le Sénégal, aujourd'hui, au moment où je vous parle, est à 31% de son productible en énergie qui vient de l'énergie renouvelable, des énergies renouvelables. Donc nous faisons les efforts pour ne pas emprunter le même schéma. Mais l'Afrique a besoin d'électricité, l'Afrique a besoin d'énergie pour son développement. Nous avons une population forte qui a des aspirations. Nous avons plus de 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès au moment où nous parlons à l'électricité. Il faut leur donner cet accès. Et donc il est incompréhensible qu'on dise à l'Afrique, nous allons vers une transition où toutes les énergies fossiles vont être condamnées. Ce serait vraiment un arrêt de mort à nos efforts de développement, tout simplement.
Alors, à Bruxelles, lors du sommet Union européenne-Union africaine, nous avons quand même trouvé, avec l'Union européenne, une formule heureuse, une formule équilibrée, qui consiste à dire, sur une période de transition à déterminer, d'ici 2050, nous allons tout mettre en œuvre, y compris l'adaptation, le Fonds vert climat, les efforts au niveau des pays, mais qu'on permette au continent africain d'exploiter ses ressources naturelles. Il est quand même inconcevable que ceux qui ont exploité plus d'un siècle le pétrole, avec toutes ses dérivés, le charbon aussi, les fuels et tout ça, et qui continuent à l'utiliser, empêchent aux pays africains de valoriser leurs ressources naturelles. Donc, à Sharm el-Sheikh, je souhaite et j'espère que nous arriverons à un accord équilibré, c'est-à-dire une justice climatique qui tienne compte de notre réalité africaine, qui tienne compte du fait que l'accès universel à l'électricité est un droit pour les Africains également, et qui tienne compte de la nécessité pour l'Afrique de développer son industrie, de créer des emplois et de la valeur ajoutée. Je pense que c'est vraiment juste ce que nous demandons, ce n'est pas exagéré, et on doit pouvoir s'accorder là-dessus. Donc c'est ça vraiment mon espoir à Sharm el-Sheikh. J'espère qu'avec le président Al-Sisi et l'Union africaine et tous les chefs d'État ici, nous arriverons à convaincre tous nos partenaires, d'ailleurs, qui sont tout à fait d'accord, mais ce sont des opinions dans certains pays qui veulent que, voilà, on bannisse pour de bon le fossile. Or, il faut du temps, il faut de l'adaptation, tout simplement. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Niger, le Niger subit de plein fouet cette crise climatique, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure. La communauté internationale, là encore, n'a pas tenu tous ses engagements. La promesse de 100 milliards de dollars d'aide annuelle pour les pays en développement les plus impactés par le réchauffement climatique ne sera tenue au mieux qu'en 2023. Comment faire en sorte que la communauté internationale tienne ses promesses? Pensez-vous que la prochaine COP27 réussira là où les autres ont échoué? Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu quelque chose de fondamental qui ait changé de la COP 26 à la prochaine COP. Les grands engagements ont été pris à la COP 21 à Paris. Vous vous souvenez de l'enthousiasme qui avait caractérisé cette rencontre, les espoirs qui avaient été caressés partout, de par le monde. Et c'était à cette époque qu'il y avait eu ce grand engagement d'une mobilisation de 100 milliards de dollars par an au profit des pays sous-développés. À ce jour, force est de constater que rien n'a été fait, que tout au plus, peut-être que l'année prochaine, on sera en mesure de mobiliser quelque chose de cet ordre-là. Non, moi je pense que nous n'avons pas un bon rapport de force aujourd'hui entre ceux qui conçoivent ces mesures, comme notamment celles qui consistent à prohiber les énergies fossiles, et les pays comme les nôtres qui ont des intérêts et qui sont totalement en porte-à-faux avec ce genre d'exigences-là. Vous avez vu à Glasgow, c'est le même état d'esprit qui a prévalu. Nous allons continuer à nous battre. Nous avons des ressources fossiles qui doivent être exploitées. Nous serions même prêts à passer outre à ces engagements, sauf que malheureusement, nous ne disposons pas des capitaux pour les investir et faire en sorte que le Niger aujourd'hui puisse utiliser son charbon pour produire de l'électricité, envisager son industrialisation. Nous avons du charbon. Nous avions des sociétés qui avaient pu, à un moment donné, envisager d'investir et exploiter le charbon du Niger, parce qu'il y avait des banques qui étaient prêtes à leur consentir les crédits dont elles avaient besoin. Mais avec ces mesures qui sont prises, il n'y a aucune banque qui est prête à s'engager. Nous sommes punis et ce n'est pas bien. Donc le monde international est un monde qui fait d'injustice, vraiment. Voilà. Merci beaucoup.
Il ne reste malheureusement que quelques minutes pour aborder un sujet crucial, celui de l'insécurité. Et on le sait, et on l'a dit ici, l'insécurité et le terrorisme sont le terreau aussi de l'insécurité alimentaire. Je m'adresse à vous, Monsieur le Président du Niger. Le Niger est un des rares pays au monde à avoir 4 de ses pays voisins en situation de conflit. Votre pays est touché par le terrorisme. Comment comptez-vous faire pour renforcer votre armée pour pouvoir faire face à ce fléau? Nous allons déjà promouvoir la gouvernance qui convient à une situation faite de nombreux défis et de ces défis supplémentaires. La première des choses, c'est la gouvernance. C'est ça aussi le secret de la situation singulière du Niger aujourd'hui. La première des institutions qu'il faut renforcer, c'est l'institution militaire, en donnant les moyens nécessaires. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut promouvoir une gouvernance qui crée les conditions d'une belle harmonie au sein de la société, qui rend par conséquent les institutions solides et qui les stabilise. C'est ça notre secret et c'est ça qui fait la singularité de la situation du Niger d'aujourd'hui. Après, évidemment, il faut être efficace dans la façon de comprendre les problèmes et de les régler. Et nous sommes en train de renforcer les capacités de notre armée après que nous avons mis en œuvre une gouvernance qui a créé les conditions de grand consensus de notre pays autour de la nécessité de nous mettre ensemble et de défendre notre territoire, son intégrité, la paix et la quiétude des populations. Puis, une fois que nous avons fait cela et que nous avons identifié l'ennemi, nous entreprenons, et c'est aussi quelque chose que nous reconnaissons comme spécificité tous nos partenaires, nous disons que les jeunes qui sont très souvent engagés dans cette entreprise, non pas par conviction idéologique, religieuse, mais juste parce que le pastoralisme a été particulièrement perturbé par le changement climatique, nous nous adressons à leur communauté pour faire en sorte que nous les démobilisions par toutes sortes de voies qui peuvent être utilisées à cet effet. Nous combinons donc de tas de choses et c'est ce que nous avons fait, que nous allons continuer de faire parce que nous avons des résultats qui nous distinguent des pays qui, eux, peut-être ont eu des lacunes dans la façon d'aborder cette question. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Sénégal, je vais renouer avec mon mauvaise habitude de journaliste. Il ne vous reste qu'une minute pour répondre à la prochaine question. Alors, au Sahel, les défis sécuritaires semblent croître. Alors que vous présidez l'Union africaine, quelle peut être la réponse continentale à ce risque majeur? Merci beaucoup. Tout ce que le président Bazoum a dit est vraiment extrêmement pertinent sur la question de la sécurité dans le Sahel. Vous savez, nous avons des États qui ont connu des évolutions diverses, mais avec une époque où il avait été presque impossible pour nos gouvernements d'équiper les armées. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont fait l'effort de se mettre à niveau. Parce que pour faire un championnat, il faut de bonnes équipes. Si nous voulons un championnat de qualité, il faut d'abord des armées nationales entraînées, équipées, pour que la sécurité sous-régionale soit assurée. Mais je dois dire que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, fait de gros efforts, même si ce n'est pas très perceptible, de gros efforts sur la stabilisation à travers des contingents qui sont envoyés dans certains pays. C'est le cas présentement en Gambie, c'est le cas présentement en Guinée-Bissau. Ça, c'est pour prévenir que si la CEDEAO n'est pas dans ces États, il y aura des situations dramatiques. Mais nous avons également, avec l'Union africaine, cette fois-ci, l'architecture de paix et de sécurité avec la force africaine en attente qui est déployée normalement, qui est prépositionnée dans les régions économiques, Afrique de l'Ouest, du Nord, de l'Est, du Centre et Austral. Et évidemment, la question de fond, c'est la question du financement. Puisque lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme en Asie, mais il y a des coalitions mondiales qui se constituent. En Libye, c'est une coalition mondiale avec d'abord en tête de pont l'OTAN et tous ses pays membres. Et lorsqu'il s'agit de l'Afrique, il n'y a que très peu de pays qui s'engagent avec les Africains sur le théâtre africain. Donc, et ça,
ce n'est pas normal. Il faut que le financement de la lutte contre le terrorisme revienne d'abord à la communauté internationale et en premier chef au Conseil de sécurité des Nations Unies, dont c'est le rôle premier, assurer la paix et la stabilité dans le monde. Merci beaucoup. Merci infiniment, et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Monsieur le Président du Sénégal, Macky Sall. Merci, Monsieur le Président du Niger, Mohamed Bazoum. Merci, Monsieur le Vice-président de la Côte d'Ivoire, Tiemoko Melie-Kone. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Je vous invite à rejoindre vos sièges. Your Excellencies, business leaders, distinguished guests, a very warm welcome now to our closing ceremony of the Africa CEO Forum Annual Summit. Once again, my name is Nozipho Shabalala, and as always, it is a pleasure to serve you in this regard. Now, ladies and gentlemen, as we begin to close, let us be reminded that we've gathered in excess of 1,800 of us, and of that number, at least 800 CEOs who have showed up today over the last 2 days, and 5 heads of state who have graced us with their presence, and all of this done across 70 sessions that were designed to expand conversational space between the private sector and the public sector. Ladies and gentlemen, over that conversational space, we immersed ourselves fully in panel discussions where we asked the difficult questions. We immersed ourselves in dynamic debates where we were courageous in not only the questions that we brought into those debates, but also the opportunity to reframe some of the challenges on the continent. We also took a moment, ladies and gentlemen, to ensure that we engaged in strategic roundtables. And what we did in those strategic roundtables is that we confronted the bottlenecks that create a gap between our developmental aspirations and where we found ourselves. We brought on board the voices of players on the ground to give us a greater appreciation and a nuance of what it really means to do business in Africa in 2022. But of course, ladies and gentlemen, we also tip our hats off to the CEOs who stepped into those difficult conversations with their insights, with their experience, and shared some of the work that they are doing. But what's even more special for all of us is that given the 3-year hiatus and the 3-year absence, we did this together, and we did this in person. And what it revealed and reflected is the African spirit that we're used to, a spirit that is unwavering, a spirit that is undeterred, and a spirit that is forever innovative and forever agile. Ladies and gentlemen, and true to the team behind the Africa CEO Forum, always looking for opportunities to iterate for improvement, they do not allow themselves to be complacent. And so it was no surprise that in this 10th year, we saw some new things. We saw the CEOs of startups in Africa who are at the bleeding edge of emerging industries bring their voice into the forum, sharing with us some of the breakthrough pioneering work that they're doing in these industries. But again, ladies and gentlemen, this conversational space also lends itself to deals being inked and partnerships being cemented. And just 2 examples that come to mind right now is the IFC investing $120 million in Pan-African Pharmacare, Avocare, allowing Avocare to expand their footprint across the African continent, bringing pharmaceuticals and healthcare into the hands of ordinary Africans.
Let us not forget what we saw with MasterCard and EcoBank coming together to empower smallholder farmers by digitizing agricultural value chains, so that today we might speak about an agricultural sector that looks different from what it was in the yesteryear. Ladies and gentlemen, in true African style, we paused and we took a moment to recognize and celebrate the companies and the leaders that have shaped the year that's been. I recently learned a saying in my last trip to Ghana, which says, to those who are doing difficult work, may we ask that their elbows continue to be greased. And so in that same spirit, we said, more grease to their elbows so that they may never tire from doing the difficult work. And the Africa CEO Forum Gala Dinner allowed us to do exactly that. And finally, ladies and gentlemen, it cannot be missed that this, of course, is the 10th year of this annual summit. And given the fact that we are standing at a meaningful milestone, if we take a moment to reflect on the last 2 years, I think we'll all agree that the next decade, we will see the Africa CEO Forum continue to create and expand conversational space for the private sector and public sector to come together to accelerate Africa's development aspirations. But none of this would be complete without me pausing to acknowledge some of the very special moments that we shared over the last 2 days.